Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous, deuxième podcast en 2 jours, mon cher. Oh, en 2 jours, la même journée, mon cher. Et nous n'avons pas fini. Là, on va parler de Big Ben Askren qui perd encore une fois, donc qui a perdu en main event de l'UFC Singapour. Il ne devait pas perdre ce combat, il a fait une erreur et il l'a payé très cher. Mais alors, déjà, premièrement, en fait, moi, j'ai pas trouvé qu'il avait fait une erreur, en fait. C'est là où c'est là où j'ai vraiment... En fait, j'ai pas compris. Très franchement, j'ai pas compris. Mais moi, par exemple, tu vois, ce que j'ai déjà de base pas compris, c'est qu'il a plusieurs fois essayé et même réussi à mettre Demian Maia au sol. Ouais. On sait que c'est son style, Ouais. mais que tu t'appelles Cameron Ousmane ou Tyron Woodley ou Colby Covington, c'est le mauvais délire de se mettre d'aller au sol avec Demian Maia parce qu'il suffit que tu laisses une opportunité, on l'a bien vu là, il va essayer de te prendre le coup, enfin n'importe quel moment finalement. En fait, à la limite, ce avec quoi personnellement je suis d'accord par rapport à ce qui a été dit, mais même de Ben Askren, c'est quand Ben Askren dit qu'il a été un peu complaisant et qu'au bout d'un moment il a pris la confiance. Ouais. À la limite, ça je peux le concevoir parce que c'est vrai que donc, sur la séquence de finish, en fait, donc déjà le takedown est somptueux de Ben Askren, il arrive à changer 3 fois de setup, de direction. Tout en technique, aucune puissance. Alors, c'est sublime. Super, voilà. Heureusement, donc là c'est quand même le gros plus de ce combat, c'est qu'on aura pu voir vraiment la lutte de Ben Askren. Et du beau striking. On y reviendra. Donc c'était quoi? C'est un backfist qui est dégueulasse. Non mais tout était un peu dégueulasse. Oui. Mais en gros, il a fait un superbe takedown, c'est juste qu'après je pense que dans l'amener au sol... je l'ai trouvé effectivement un peu complaisant. C'est comme si il avait mis au sol Demian Maia et après qu'il l'ait mis au sol, il n'avait pas mis autant d'entrain et autant de discipline et de carré dans le maintien au sol d'une manière correcte. Parce que c'est vrai que le problème, c'est que tu as intérêt d'être dans ton A-game parce que c'est quand même Demian Maia. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un vrai reversal, mais en gros, c'est Demian Maia qui a utilisé un peu le mouvement pour tirer à lui Ben Askren et en même temps partir sur une clé de jambe, ce qui lui a permis en fait de se retrouver dans une position où il a réussi à renverser Ben Askren. C'était absolument, mais c'est d'une telle fluidité et d'une telle perfection technique que c'est vraiment, c'est franchement, t'as la langue qui pend comme dans Tex Avery, tu vois. Donc c'était sublime. Et je sais pas si c'est dû à une complaisance. Très franchement, je dois l'avouer que à ce niveau-là, je pense que j'ai pas les compétences pour voir tous les petits détails qui font, est-ce que c'est la complaisance de Ben ou est-ce que c'est le fait que Demian Maia est juste beaucoup trop bon. Ça peut être l'un des deux, c'est peut-être les deux en même temps. Mais je trouve qu'en tout cas, c'est dur de dire que c'est une erreur, vraiment une grosse erreur de jugement de la part de Ben Askren. Ah mais pour moi, c'est ça. C'est une faute professionnelle. Non, mais je vais pas être si sévère. Mais dans le sens où, tu vois, c'est aussi ça. C'est pour ça que j'ai pas non plus... Le fait qu'il ait été au sol, tu veux dire? Pas forcément d'aller au sol, mais comme tu dis, il faut être dans ton A-game. On le sait tous quand on est face à Demian Maia. Mais le fait aussi, tu vois, de faire ça au 3e round, après un combat qui était quand même très disputé, et où Ben Askren était quand même derrière au niveau des juges, parce qu'il y a eu le premier round, il le perd pour moi. Ouais, pour moi, c'était quand même très serré. Allez, on dit kiff. Enfin bref, on n'a qu'à dire que tu sais pas ce qui va se passer à la fin pour les juges. Donc prendre ce risque-là, en fait, c'est pour ça que pour moi c'est un peu une erreur. Dans le sens, t'es au 3e round, t'as forcément la fatigue qui joue, et toi tu sais que tu dois être à 120 000% face à un mec qui a fait ça toute sa vie. Ouais. Tu vois, c'est un peu, on va dire, et puis surtout, on va pas dire qu'il joue sa carrière à l'UFC Ben Askren, mais pas loin. Un petit peu. Donc tu vois, moi je me dis, tu fais le takedown et ensuite tu te relèves ou tu t'écartes de ça. C'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que donc il faudra que je le revoie une deuxième fois. Je l'ai vu qu'une seule fois. Mais il me semble qu'il réussit déjà plusieurs takedowns avant de mettre celui qui amène à la fin. Mais sur les premiers takedowns qu'il réussit, il y a des moments où là j'ai très nettement par exemple une image surtout particulière où en gros il était dans la garde de Maia, il s'est relevé et il a un bras qui est à moitié pris au piège dans la garde de Maia et il arrive à s'en dépatouiller, mais du coup clairement tu sens qu'il y a danger, vraiment il y a danger, et évidemment qu'il y a danger, c'est Demian Maia. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus étonnant qu'il ait pris la décision de mettre au sol Demian Maia qu'il a clairement senti que Maia était dans une optique de pas de perte de temps. On va pas essayer de t'attendrir un peu, c'est dès qu'il y a au sol, on est là pour chaque seconde qui passe, essayer de tenter une soumission. Donc c'est pas erreur du type quand Chris Weidman a tenté son spinning contre Rockhold, mais c'est vraiment dans le sens plutôt tout simplement une erreur de jugement et stratégique à ce moment-là. Non, complètement à la limite, ça c'est vrai que je peux le concevoir. Après, c'est vrai que ce qu'on pourrait probablement conjecturer aussi, c'est le fait que
Pour moi, c'était serré, debout, et peut-être, il l'a pas dit, mais peut-être que c'est ça que Ben Askren s'est dit, bah, c'est serré debout, il m'en met, je m'en mets, il m'en met, je lui en mets. Peut-être que... Comme Tyson Fury. Mais peut-être qu'il s'est dit à un moment donné, je sais pas, Ah, ce serait comique. Mais ça fait allumer tous les le mec se met des auto-genoux. Mais du coup, il s'est peut-être dit, et sans même en être conscient en fait. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment, on peut que théoriser, spéculer. Mais en gros, peut-être que sans même vraiment y prêter attention, il s'est dit dans un moment, parce qu'il n'a fait que de la lutte toute sa vie. Ouais. C'est-à-dire que il a un tel niveau en lutte parce qu'il a fait ça depuis qu'il a foutu 4 piges jusqu'à ses vieilles années. Donc il a fait 20 ans non-stop de lutte. Ouais. C'est comme quelqu'un qui fait du striking, je sais pas, du karaté ou un truc comme ça depuis sa plus tendre enfance. Ça va être très compliqué de le faire changer de style. Là, c'est pareil. Quand tu es dans une situation où tu doutes ou alors tu as envie de trouver un nouveau moyen parce que tu sens que c'est kiff-kiff, tu reviens à tes bases en fait. Tu reviens direct à ce que tu connais de mieux, à ce que tu fais de mieux, en l'occurrence la lutte. Donc peut-être qu'il s'est dit dans un éclair à un moment donné, mais peut-être que pour faire la différence, je peux utiliser ce que je fais de mieux. Je sais que je suis meilleur en lutte, et c'est vrai. Donc je sais que je suis meilleur en lutte, je vais le mettre au sol et après on verra. Il s'est peut-être dit ça, et c'est peut-être là où il a fait une erreur. D'un autre côté, on se souvient aussi que, alors attends, c'était contre Roger Gracie, c'était je crois Tim Kennedy. Tim Kennedy il me semble. Bon bref, c'était un très bon lutteur, ou peut-être Kimbo, je sais plus. Un très bon lutteur qui avait été contre Roger Gracie, qui est peut-être le meilleur grappleur de tous les temps, peut-être. Et en gros, donc je crois que c'est Tim Kennedy avait réussi à complètement nullifier au sol le jeu de Roger Gracie, parce que la lutte et le maintien dans les positions, c'est pas pareil que le JJB où tu vas à la soumission. Et là, donc on aurait pu se dire aussi, Ben Askren, pareil, il se dit qu'une fois qu'il sera au sol, il pourra contrôler Maia, éviter les soumissions. Sauf qu'en fait, c'est très compliqué, quoi. Faut vraiment, c'est possible. On a des mecs comme, c'est Rory McDonald qui a réussi. Il s'est fait soumettre, je crois pas. Rory Masvidal, mais en tout cas, c'est possible. Non, Masvidal, c'était une split decision, mais qui pouvait vraiment aller. Voilà. Masvidal a un record de décision partagée à l'UFC, défaite par décision partagée à l'UFC, mais ça pouvait être kiff-kiff. Ouais, voilà. Donc c'est possible. Hein, et je me souviens que ça avait été au sol, et donc Masvidal a réussi à. Mais bon, là pour le coup, c'est Masvidal qui survivait. Plus que Masvidal en top position qui contrôlait. Donc c'est pas exactement le même setup, cela dit. Mais c'est possible. Tout ça avec mon exemple pour Roger Gracie, pour dire que c'est possible, et peut-être que c'est ce qu'Askren s'est dit. Malheureusement, visiblement, ça s'est pas passé comme il l'aurait voulu. Surtout qu'il n'avait pas tout simplement aussi, parce que c'est vrai que vous pouvez vous dire, il va faire exactement ce que Covington, ce que Usman ou ce que Tyron Woodley ont fait contre lui, à savoir eux sont de très bons lutteurs, mais ils ont aussi les armes debout pour pouvoir mettre une pression constante et vous faire reculer. Donc au moins, si vous n'emmènez pas au sol, il y a ce côté contrôle de l'octagone qui va payer pour eux. Octagone. Et c'est très compliqué. Et Ben Askren ne peut pas faire ça, tout simplement. Et pourtant, et c'est là où c'est quand même extraordinaire, il peut pas faire ça, et pourtant c'était disputé. C'est dire. Bon, on se moque, mais ce sont des tueurs absolus dans leur discipline. Et Demian Maia particulièrement, vraiment, il a vraiment pas mal progressé. Ben Askren aussi. Il y a des séquences qui ne peuvent que prêter à sourire. C'est comme quand, je sais plus contre qui, quand Daniel Cormier avait tenté son fameux c'était contre Frank Mir, je crois. Oui, c'était quand vous voyez ça, forcément, ça prête. Ouais, voilà, c'est pareil là. Et là, pour le coup, tu comprends très très vite que Ben Askren, clairement, c'est le dernier truc qu'il aime faire dans la vie, c'est le striking. Il n'y a pas de puissance dans ses coups. C'est un peu comme si tout partait directement des bras sans engager les épaules ni rien. Cela dit, il a mis des uppercuts parfois au bon moment, ce qui était cool. Il réussissait à mettre des bons crosses. Mais la vérité, c'est quand même que là, c'est parce que c'était Demian Maia en face. Tu mets n'importe quel striker qui voit un peu son pesant de cacahuètes, il se fait contrer en 2 secondes, il se fait allumer la tronche. Ah non mais c'est clair, tu vois. Il se fait, tu vois, on va parler de Douglas Lima un peu plus tard. Tu mets Douglas Lima face à Ben Askren là, c'est un massacre. Aujourd'hui, c'est un massacre. Ah ben oui. Ah mais non mais clairement. De toute façon, on l'a vu. Alors pour ceux qui, parce que bon, il a déjà gagné contre Douglas Lima. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui c'est différent. Je pense qu'on va en parler. Mais on va en reparler, mais tout ça pour dire qu'en plus Ben Askren, pour dire qu'il se ferait vraiment poutrer, je pense, face à un mec qui vaut son pesant de sel, c'est que on l'a vu contre Luis Sapo Santos au ONE FC.
avant ce Salvateur, je crois que c'était à l'époque ou je sais plus trop quoi. Non. Il se faisait écarteler, mais vraiment écarteler. Donc le truc c'est ça, c'est que là c'était cool et on a eu un beau combat, mais parce que c'était deux personnes qui vraiment n'avaient pas un très bon striking en plus de ça. Et alors là pour le coup, je m'y connais pas assez. Je sais que Ben Askren est un lutteur de légende, vraiment, je mets pas le mot comme ça, c'est vraiment un lutteur de légende. Mais là, le fait qu'il continue à avancer comme ça, avec vraiment l'angle droit, donc t'as les gens qui sont là, le buste qui est comme ça, les mains devant là comme ça à la Walking Dead. Le fait qu'il continue à faire ça de façon aussi, mais enfin, c'est même en MMA c'est primitif, enfin, c'est très étrange de faire ça. Alors évidemment, il a la lutte qu'il faut, donc s'il te chope, c'est comme Khabib. Et là, on l'a vu d'ailleurs, même avec Demian Maia, même avec où il arrive à choper dans le dos, il arrive à te mettre au sol, alors que vraiment, Demian Maia est super solide normalement et il ne se laisse pas avoir par ce genre de trucs. Donc c'est un lutteur d'exception. Ouais. Mais d'ailleurs, oui, il y avait une stat, c'était je crois que Demian Maia n'avait pas été amené au sol depuis le combat contre John Fitch. Ça faisait 14 combats à l'UFC. Ouais, c'est vrai que personne personne se pousse pour l'amener au sol. Quoi. Aussi. Ouais. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que même au niveau de l'approche, le fait d'arriver comme ça, où clairement, il s'est pris la plus grosse punition de l'histoire des punitions pour avoir avancé comme ça, le menton en l'air, devant et sans aucune garde contre Masvidal. Il continue de le faire. Ça révèle que clairement il est pas fait pour le combat debout. Non, mais aussi à son âge, je vais pas faire le. Ouais, mais Demian Maia, un peu grabataire, mais non, mais oui, complètement. Mais après, c'est vrai que le problème aussi mineur de Ben Askren, c'est la défaite qu'il avait eue contre Masvidal. C'était la première en carrière, bilan d'invaincu. Tu peux toujours avoir la thèse de l'accident, et puis c'est vrai que ça arrive jamais des coups de genou flying knee à 5 secondes du début du combat. Tu vois, il pouvait se dire effectivement. Ouais. Puis aussi. Demian Maia n'a pas le même athlétisme que tous les autres combattants welterweight. Oui, c'est sûr. Donc, c'est sûr, ouais. Mais après, je suis entièrement d'accord avec toi, il fait la même chose contre il fait la même chose tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai... Et il a toujours fait la même chose. Alors c'est vrai que... Jusqu'à maintenant, tant que tu gagnes... Et c'est ça. Alors c'est-à-dire qu'en fait, voilà, je suis persuadé qu'aujourd'hui, il faudrait que j'aille voir la différence entre le Ben Askren d'aujourd'hui et le Ben Askren d'avant. Peut-être qu'il y a des subtilités qui faisaient un peu comme... on en parlera dans un autre podcast, mais Badr Hari faisait des trucs avant qu'il ne fait plus aujourd'hui. Ouais. Peut-être que peut-être que Ben Askren faisait des trucs avant qui fait moins bien maintenant, après le Laïus au One FC, après peut-être que c'est plus la même personne. Faudra que j'aille voir parce qu'effectivement il a battu Douglas Lima, il a battu Andrei Koreshkov, il a battu tout ce petit monde. Donc faudra qu'on aille revoir tout ça, mais là en l'occurrence, pour ce que je vois maintenant aujourd'hui de ce qu'il a proposé à l'UFC, je pense qu'il se ferait taillé quoi. Bien, finissons sur notre ami Ben Askren, qui était quand même, parce que ce n'est pas un tocard, Ben Askren. Non, vraiment pas. En train de le défoncer quand il était arrivé à l'UFC. Et c'est aussi un des sous-titres, des thèmes de ce podcast-là. C'est vrai qu'il est arrivé à l'UFC, il allait être champion. C'était un échange contre Demetrius Johnson. Et aujourd'hui, les gens commencent à dire, ouais, l'UFC a perdu ça. Alors que non, parce que certes, Ben Askren perd, ou alors gagne, mais de manière un peu chelou. Et c'est plutôt les moments où il se fait déboîter qui font parler. Ouais. Mais chaque combat, il réussit à susciter de l'intérêt. Ouais. Et là, ça faisait quand même des années. Pour moi, depuis la défaite de Demian Maia contre Tyron Woodley à l'UFC 214 en juillet 2017. Oh, putain la vache, cette machine. 29 juillet, c'était le combat. Putain, mais mec, je sais pas comment tu fais. En vrai, je sais pas comment tu fais. Je ne sais pas non plus. Et donc, les gens, ils vont se dire, putain, ils ont regardé juste avant, alors que pas du tout. Alors, c'est du délire. Non, mais c'est juste que, c'était des conditions particulières ce combat, c'est pour ça. Et donc oui, qu'il n'y avait pas eu un tel intérêt pour un combat de Demian Maia. Donc, mine de rien. C'est vrai. C'est vrai, de la même manière, je me souviens, c'était qui ? C'était John Fitch contre... c'était un autre mec qui, en gros, n'avait vraiment pas eu de performance extraordinaire depuis des plombes. Et c'est l'avantage, c'est que c'est typiquement le genre de match-up où tu peux faire briller des gars qui, normalement, ne brillent pas. Il faut juste qu'ils puissent se tirer la bourse. Styles make fight, on le sait. Non, puis hype le truc sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est plutôt là où tu veux en venir. Et en fait, je pense que tu as raison, je partais dans la mauvaise direction. C'est surtout le fait que c'est Ben Askren, il va parler. Ouais. Il a de la présence d'esprit, il est vif d'esprit, il est marrant, il a une vraie personnalité, un vrai caractère qu'on n'avait pas avant à l'UFC. Donc il sait attirer l'attention des gens et faire en sorte que les gens s'intéressent à l'événement, même si en soi il n'y avait pas vraiment grand chose en jeu. Donc c'est vrai que ça c'est cool. Et donc non, et c'est là que c'est quand même horrible quand on y repense encore une fois, mais c'est que Demetrius Johnson, tout grand 11 victoires d'affilée en championnat qu'il soit, il n'avait aucune traction parce qu'il ne voulait pas faire les choses comme ça lui aurait permis d'avoir de la traction médiatique. Comme Henry Cejudo. Jamais assez.
Donc Inside ne le faisait pas, donc en termes d'engagement des fans, il en nécessitait mais vraiment un moitié moins que ce que Ben Askren a suscité là en 3 combats. Donc l'UFC n'y gagne pas, bien au contraire. Et surtout que Ben Askren, son avant-dernier combat, il n'y perd pas exactement, il a quand même, grâce à lui, on a eu la naissance d'une star. Parce que là, sans Ben Askren, il n'y a pas le combat Masvidal-Diaz qui va headliner le Madison Square Garden, l'UFC 244 au Madison Square Garden, avec quand même Dwayne Johnson qui va remettre la ceinture c'est un truc de ouf. Et un titre de Badass Motherfucker qu'aujourd'hui, l'UFC a dit que c'était un one-shot, mais ça ne va pas du tout être un one-shot. Et en plus, si vous regardez un petit peu, vous suivez les réseaux sociaux, tous les combattants veulent dire c'est moi le Badass. C'est incroyable. Donc, et ça, s'il n'y a pas cette victoire contre Ben Askren, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ouais. Donc Dana White l'a lui-même dit sur les réseaux sociaux, honnêtement, on n'a pas du tout gagné le trade. Parce que peut-être ils l'ont perdu sportivement, mais au niveau marketing, ce qui est hyper important, et c'est ce qui fait que l'UFC aujourd'hui est la meilleure organisation du monde, ils l'ont gagné. Ouais, tout simplement. Donc merci Ben Askren. Merci Ben Askren. Et à l'opposé de Ben Askren et de ce marketing, il y a quelqu'un, Douglas Lima. Le favori, un des favoris. Un des favoris de Guillaume. Exactement. Qui a remporté le tournoi welterweight du Bellator. Il fallait qu'on en parle. Donc $1 million. Il a battu Rory McDonald après la fameuse revanche. On avait dit dans un podcast il y a assez longtemps, on aurait dû faire une preview d'ailleurs, mais enfin bref, on était un peu pris par le temps, que ça allait être très compliqué pour Jorge, parce que c'est vrai que déjà le premier combat, ils sont été sortis, mais il avait failli perdre une jambe. Ouais, tout clairement. En vrai, en plus, je crois que c'est du sérieux. Enfin, quand tu te fais hacher, on pense à Uriah Faber, Joe Rogan. Oui, j'ai pensé à Joe Rogan. José Aldo. Tu reviens pas pareil. Hein. Cette espèce de combat. Le monster combat, le freak show. Et donc là, voilà, c'était la revanche avec un Rory McDonald qui était lui dans des conditions quand même assez compliquées parce qu'il avait failli plus ou moins prendre sa retraite. Il avait eu des combats difficiles. Ça sentait mauvais. Oui, ça sentait très mauvais. Et de l'autre côté, quand même, un Douglas Lima qui a eu, pour moi, il avait dans ce plateau welterweight qui est très solide dans cette catégorie. Ouais. Je sais plus qui l'a affronté au premier tour, mais c'était pas dur. Ah si, Koreshkov. Il avait eu au premier tour, je crois qu'il l'a mis KO. J'ai peur de dire des conneries. Je sais plus, merde. Ouais. Et au deuxième tour, il a mis MVP KO. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais, donc je crois que c'est ça. Et là, Rory McDonald. Donc autant vous dire, c'est quand même... C'est ça aussi que j'aime beaucoup avec Douglas Lima. Et aussi, ça permet de mettre un petit peu en avant le Bellator. Ce tournoi welterweight, ils n'ont pas vraiment à rougir de l'UFC. Ah non, clairement. Enfin, franchement, là, ne serait-ce que par Koreshkov, Lima, McDonald, déjà là, c'était du calibre UFC, tout simplement. Complètement. Il rajoute après des noms qui, on peut en penser ce qu'on veut, mais MVP, il est vraiment pas mauvais. Et on peut le voir par son background. Il a combattu les meilleurs en kickboxing, donc c'est clairement qu'il a un niveau national, même si maintenant il combat des coiffeurs. Ouais, c'est des mecs qui sont un peu limités, mais qui, comme certains gars à l'UFC, posent une question. Ils posent une question. On a aussi Paul Daly aussi dans Paul Daly, Paul Daly qui montre maintenant, comme là ce week-end, qu'il est capable d'éclater des gars toujours aussi facilement. Donc non, franchement, le Bellator fait les choses bien. Ça fait plaisir parce qu'ils sont capables de proposer vraiment des cartes qui génèrent de l'intérêt. Et voilà, et Douglas Lima prouve que c'est le roi incontesté des welterweight du Bellator. Et encore une fois, maintenant, il faudrait plus qu'une chose, c'est qu'il aille à l'UFC, quoi. Entièrement d'accord. Et Ross, avant de parler de ça, de éventuellement Douglas Lima à l'UFC, c'est vrai que le combat, moi j'ai été un peu déçu, mine de rien, de Rory McDonald, parce qu'il... single leg, il a passé sa vie. En fait, on a vu, grosso modo, c'était un copie conforme du premier combat avec beaucoup moins de succès, exactement au sol. Et là, forcément, ça passait pas. Et il y a même de temps en temps, c'était très très chaud quand même pour Rory McDonald parce que debout, surtout quand il se prenait des jabs, tu voyais la tête qui partait de l'autre côté de la cage. C'était assez. C'était dur parce que j'ai pas vu d'ajustement alors qu'il a eu le temps aussi de préparer ce combat-là. Honnêtement, pour moi, l'impression que ça donnait, c'est juste qu'il est plus là. En fait. Oui, tout à fait. C'est plus Rory McDonald, ce gars-là. C'est un mec, il combat, il est là, il touche son chèque, il veut nourrir sa famille, mais il a plus aucune raison d'être là. Ça se sent en fait. Il a plus d'envie quand il combat. Il a plus. Techniquement, c'est toujours génial. C'est toujours. Ça reste Rory McDonald. Donc techniquement, il sera toujours au top. Mais il hésitait, il doutait. Il n'avait pas d'envie, et à ce niveau-là, tu peux pas te permettre face à des mecs, et encore, il s'en est bien sorti, face à Douglas Lima, tu peux plus te permettre, et vraiment, et c'est là où c'est horrible, mais je pense que même si il n'est pas en train de prendre des KO de l'espace, pour moi, je préférais largement qu'il prenne sa retraite maintenant, parce que si c'est pour passer un peu à la BJ Penn le reste de sa carrière,
à juste toucher l'échec et à même plus avoir réellement envie de s'entraîner, il l'a dit en plus ça, ni envie d'être là, ne plus avoir envie de faire mal, parce que c'est quand même important. Il avait dit ça après le combat contre John Fitch. John Fitch, ouais, s'il a plus envie de faire mal dans les sports de combat, c'est quand même dommage. Tu vois. Donc pour moi, il peut avoir largement du succès dans d'autres parties de sa vie en tant que n'importe quoi. Il peut faire n'importe quoi, entraîneur, ouvrir sa salle, il est suffisamment connu pour. Mais là, combattre au plus haut niveau, je pense qu'il faut qu'il arrête parce qu'il est plus là, quoi. Il y a plus d'âme là. Je trouve que ça va être intéressant parce que c'était le dernier combat de son contrat au Bellator. Ah ouais, bah là je sais pas. Et je sais pas ce que le Bellator va faire. Parce que je sais pas non plus parce qu'il est très très cher pour le Bellator, mine de rien. Bah ouais. Je crois que c'est 400 000 par contre. Un truc comme ça, c'est ce que j'avais retenu aussi. Ouais. Où il avait touché ça pour son premier, peut-être, on va dire, on va pas se mouiller, on va dire que c'est 200 000. Hein. Ouais, voilà, 200 000 par combat, comme ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est un des mecs les plus chers du Bellator. Depuis, mine de rien, le début du tournoi welterweight, enfin, depuis il a perdu contre Moussassi, tout simplement, il n'y a pas ce côté même faim, même envie. Et puis là maintenant je pense que Bellator ils peuvent se permettre de miser à fond sur Douglas Lima parce qu'ils ont un nom, ils ont un mec qui fait le show. Donc c'est vrai que ça va être... Et puis en plus ils voient bien qu'avec McDonald il se passera plus rien en fait. C'est-à-dire qu'en plus là où c'est cruel, mais c'est le fight game, c'est qu'il voit que il n'a plus la même envie, Rory McDonald, il ne pourra plus proposer grand-chose. Et en plus de ça, maintenant il doute, il n'est même pas spectaculaire en fait. Et c'est là où c'est horrible, c'est que maintenant, il a toujours été fin tacticien, mais maintenant il est gestionnaire. Et c'est là où c'est vraiment dommage. C'est que là, on l'a vu contre Douglas Lima, moi j'avais qu'une envie, c'est les premiers rounds, j'étais en mode allez, et pas en mode allez au charbon, mais juste vas-y, arrête de douter, vas-y un peu. Et je pense que là, pour le Bellator, ce sera terrible, quoi. Ouais, donc Rory McDonald, voilà. Pour moi, il serait temps d'arrêter parce que là, il n'est plus spectaculaire, donc je pense que les fans l'aiment encore parce qu'ils sont encore sur l'inertie de Robbie Lawler, ils le connaissent et tout. Si au bout de 3-4 combats, il fait plus rien et qu'en gros les gens n'ont plus vraiment envie de voir Rory McDonald, ce sera encore plus triste qu'une défaite par KO ou quoi que ce soit. Je sais que c'est fort, hein, mais ce que je dis, mais je le pense vraiment. Parce qu'au final, c'est des mecs qui combattent pour leur legacy, pour leur... Héritage. Est-ce que tu veux un coup de main ou... Allez mon gars. Merde. Ouais, non mais oui, ça va être très compliqué. Ça va être donc très compliqué. Ça. Ouais, très compliqué pour Rory McDonald. Donc là, c'est triste, mais voilà. Quand fera le Bellator, c'est la question. Quand fera le Bellator, et surtout là maintenant... Non mais Rory McDonald, je vais te dire un truc, c'est peut-être un petit peu dur, mais je pense qu'il n'est pas passé à côté de sa carrière, mais il est passé à côté de quelque chose. Parce que le combat contre Robbie Lawler, pour moi, les deux grosses occasions qu'il avait, c'était contre Robbie Lawler et contre Moussassi. Ouais. Où à chaque fois, tu vois, t'es soit dans l'organisation la plus prestigieuse au monde, ou la deuxième la plus prestigieuse, et finalement être champion welterweight du Bellator, c'est bien, mais c'est pas ce qui fait que les gens non, s'il battait Moussassi, franchement, là, c'était incroyable. Il explosait tout. Là, il devenait une superstar. T'avais ce côté Chem, et tu bats Moussassi qui lui-même avait déboîté tous les mecs en middleweight, enfin beaucoup de mecs en middleweight. Ouais. Donc, il était sur une série en partant surtout. Ouais. Et il s'est fait, pas démonter, mais il s'est fait immédiatement dominer. Ah ben tu t'as juste senti qu'il n'avait aucune chance, quoi. Ouais, et c'est quand même terrible. Ouais, c'était dur. Hein, pour l'aura d'un combattant, même si c'est parce que t'es monté d'une catégorie, quand ce qu'on a retenu au niveau de l'image et de l'identité visuelle, c'était que t'avais aucune chance de gagner, mais genre aucune. Et si le mec décide de te faire mal, il te fait mal en 2 secondes. Ouais. C'est terrible. Franchement, pour l'image que ça renvoie, c'est terrible. Et surtout que, je sais pas toi, mais personnellement, moi, je m'attendais pas du tout à ça. Enfin, je pensais pas que ça allait être autant... c'est pour ça, je pense que les gens aussi s'intéressaient à ce combat-là. Ouais. C'est qu'il y avait du suspense. Alors, il n'y a plus de batterie non plus. Mon cher... C'est possible. Bon. Mon cher Rust, allez, à la prochaine. À la prochaine. Putain, c'est pas possible, c'est incroyable. Soit.